je voulais vous accueillir très chaleureusement ce soir. Je suis très heureuse de vous voir, très heureuse d'accueillir Madame France Guérin-Pass et Monsieur Hassan Kassab. Votre nom de famille, le prénom passe Guérin-Pass. Guérin-Pass. Les gens arrivent encore, c'est formidable. Voilà, donc on est réunis pour la présentation de cet ouvrage Tunisie, l'après 2011. Si j'ai bien... Alors, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu la présentation. Si je comprends bien, il s'agit de voir ce qui s'est passé, comme son nom l'indique, après 2011, mais à partir d'une grande enquête qui a été faite en 2016, c'est bien ça. Et quand je dis grande enquête, c'est une grande enquête qualitative pour autant, c'est-à-dire que c'est 3000 personnes qui ont été interviewées. Quantitative de 3000 personnes. 3500 personnes. 3500 personnes, très bien. Mais ce travail quantitatif a tout de même donné lieu à des entretiens assez fouillés, si j'ai bien compris. Enfin, vous nous expliquerez ça, vous nous présenterez tout ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est un petit peu entre nous ce soir et que la plupart du public vous connaissent, mais je vais tout de même vous présenter très brièvement, et puis je vous laisserai présenter plus en longueur si besoin par la suite, et ensuite on laissera la parole à Sihem Najjar. Donc Madame France Guérin-Pass est directrice de recherche et géographe à l'INED, et elle est également associée à l'UML Géographicité. Voilà, donc elle est spécialiste des études des systèmes urbains et des hiérarchies urbaines. Un des chantiers, si on peut s'exprimer ainsi, et également en ce qui concerne les trajectoires résidentielles, et donc c'est l'histoire de circulation dans l'espace et les pratiques spatiales. Donc, je ne reviendrai pas sur ces nombreuses publications, mais on est très heureuse de l'accueillir à l'IAC, qui est un endroit qu'elle connaît déjà précédemment. Monsieur Hassan Kassab, qui est maître de conférence. Kassab. Oui, c'est vrai, Kassab. Et là, j'ai écrit Kassab. Je suis désolée, Kassab. Qui est maître de conférence en démographie et sciences sociales. Professeur. Algoni. Vous voyez, comme quoi. À l'Université de Tunis, et qui a soutenu en 2012 une HDR en démographie, et qui a une formation à l'EHESS à Paris pour son doctorat qui date un peu, excusez-moi, monsieur le professeur. Voilà. Et une des spécialités de professeur Kassar est les circulations migratoires. Et donc vous nous en direz un peu plus par la suite. Je vous remercie beaucoup et je vous donne la parole. Comment c'est tu veux parler? C'est comme vous voulez, vous me dites. Voilà, donc pour introduire un tout petit peu, peut-être, d'abord, je dois vous dire que je suis honorée d'être parmi vous, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec mes chers collègues et amis, France et Hassan. J'étais très très intéressée par le travail qu'ils ont dirigé avec beaucoup de générosité. Et beaucoup de professionnalisme, un travail qu'ils ont déjà présenté pas mal de fois à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, et peut-être en France également, à Paris, je pense. Ce travail m'a intéressée à plus d'un titre. D'abord, je vais commencer par un détail, mais un détail de taille, c'est que les deux directeurs, donc la directrice et le directeur de ce travail, ont mobilisé une équipe de chercheurs et chercheuses, essentiellement. Je pense que l'équipe est constituée essentiellement par de jeunes chercheuses, qui appartiennent à des disciplines différentes, des sociologues, des démographes,
il y a également une sensibilité anthropologique qui est très présente dans l'ouvrage, mais je sais aussi que dans l'équipe, il y a des spécialistes en économie également, puisqu'il y a un travail extrêmement intéressant aussi sur l'économie informelle. Donc c'est pour cette raison que ce travail m'a intéressée au départ, parce que je considère que les jeunes chercheurs doivent être considérés comme étant des partenaires dans la démarche scientifique dès le départ, à partir de la réflexion sur la problématique, sur les hypothèses du travail, sur les grandes questions de recherche, et puis par la suite dans tout le parcours qui concerne la collecte des données, donc le travail de terrain, on va voir que cette enquête est une enquête extrêmement intéressante, très riche, qui a porté sur plusieurs régions du pays, et que voilà, donc c'est un travail qui a été effectué avec les membres de toute l'équipe. Donc ça, c'est un aspect que je trouve extrêmement intéressant. Le plus important par rapport à ce premier aspect, c'est que les membres de l'équipe ont été aussi impliqués au niveau de l'analyse des données. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Les jeunes chercheurs n'ont pas été impliqués en tant qu'enquêteurs et enquêtrices, mais donc il n'y a pas de chercheurs hommes, il n'y a que des femmes. Sur les jeunes chercheurs? Non, il y a aussi Sami Zegnani. Voilà, parce que là je ne sais plus. Donc les jeunes chercheurs et chercheuses donc, ont contribué à l'analyse des données, et voilà, dans cet ouvrage il y a des chapitres qui sont rédigés par tous les membres et toutes les membres de l'équipe. Donc ça, c'est un aspect qui m'a paru extrêmement intéressant. Ce qui m'a paru également intéressant par rapport à la formation de la jeune recherche et à la transmission des savoirs et des savoir-faire dans le domaine des sciences humaines et sociales, c'est que également il y a des thèses qui ont été également préparées au moment de la réalisation de l'enquête. Ça aussi, c'est un aspect important, parce que je trouve que le rôle des chercheurs, c'est aussi d'inciter les jeunes chercheurs à travailler sur des questions d'actualité et d'aborder des problématiques qui nécessitent une réflexion approfondie par rapport aux questions qui nous interpellent. Donc la deuxième chose qui me paraît extrêmement intéressante dans cet ouvrage, c'est que cet ouvrage nous dit beaucoup de choses sur la réalité de la société tunisienne post-révolutionnaire. Donc c'est un travail qui se situe, donc qui a été réalisé en 2016, donc c'est pas, on va dire que c'est pas le lendemain de la révolution, c'est un peu à mi-parcours, on va dire. Bon, dans l'histoire du pays, c'est pas grand-chose, mais quand même, on commence à avoir une certaine distance par rapport à ce qui s'est passé en Tunisie, et donc l'enquête nous a permis d'avoir un certain nombre d'aspects, j'allais dire des réponses, mais il ne s'agit pas de réponses, hein, il s'agit de bonnes questions qui ont été posées pour un peu repérer un certain nombre d'aspects qui caractérisent la société tunisienne post-révolutionnaire. Donc il y a pas mal d'aspects qui ont été abordés, un certain nombre de phénomènes qui ont été analysés, tels que le divorce, le phénomène migratoire, le secteur informel, les pratiques linguistiques, les pratiques religieuses, donc un certain nombre de phénomènes qui nous interpellent aujourd'hui, et je trouve que les questions qui ont été posées, on va écouter la directrice et le directeur de ce travail qui vont nous parler un peu, qui vont nous présenter les principales questions qui ont été posées. Et moi je trouve que ce qui caractérise cet ouvrage, c'est que ça nous permet d'une part de revenir un tout petit peu sur des idées qui circulent sur la société tunisienne. On a toujours dit que voilà, il y a le retour du phénomène religieux, il y a une crise de valeurs, il y a une croissance du célibat,
il y a une croissance du secteur informel. Donc ce sont des idées toutes prêtes, mais cette enquête vient aujourd'hui pour nous dire si ces idées toutes prêtes, si ces idées qui circulent correspondent à la réalité de notre société aujourd'hui, ou si, bon, il y a des surprises un peu du terrain. Et ça, moi, je trouve que c'est un aspect quand même important, parce qu'on a besoin également de formuler des hypothèses à partir de ce qu'on connaît, et après, on voit si ce qui circule est valable ou pas. Le deuxième aspect, moi, je trouve, c'est que également, il y a, vous allez voir, vous allez écouter les auteurs, parce que je ne vais pas non plus présenter les résultats à leur place, des résultats extrêmement riches et extrêmement intéressants, c'est qu'il y a aussi des découvertes dans cet ouvrage. Il y a de nouvelles tendances. Et petit à petit, bon, il y a entre-temps des recherches qui ont été menées sur la société tunisienne. On va voir comment il y a certaines tendances qui viennent confirmer un peu ce qui a été présenté par d'autres travaux sur la société tunisienne aujourd'hui. C'est vrai que, voilà, je disais qu'il y a pas mal de travaux maintenant sur la société tunisienne post-révolutionnaire, mais ce qui caractérise, moi, à mon sens, cet ouvrage, c'est que il a essayé de brosser un tableau d'ensemble de la société tunisienne, parce qu'il y a pas mal de travaux, par exemple, sur le phénomène religieux, mais ce sont des travaux qui sont axés sur ce phénomène, d'autres travaux qui sont axés sur le secteur informel, etc. Mais là, les différents chapitres nous présentent des données extrêmement riches et extrêmement intéressantes. Voilà, donc, mais encore une fois, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous écouter, parce que bon, là aussi j'ai eu l'honneur de participer à une première présentation de l'ouvrage qui a été faite par l'INED. Merci encore, et voilà, moi, à chaque fois que je vous entends présenter vos résultats, vraiment il y a de nouvelles découvertes, parce qu'on lit l'ouvrage. À chaque fois qu'on lit les différents chapitres, on découvre des choses, parce qu'on ne le lit pas de la même manière. Bravo et merci pour la générosité d'esprit qui a marqué tout ce travail. Voilà, merci. Merci, Cyril. Combien ça arrive à double fond ou à triple fond ou à plusieurs lectures. Merci, Cyril, et puis je vous donne la parole. Merci beaucoup, Siane. C'était un vrai plaisir de partager aussi cette aventure, voilà, et de la faire découvrir, et que tu acceptes de faire aussi la préface de cet ouvrage avec ton regard sur la société tunisienne. Donc vraiment un immense merci. Je voudrais surtout remercier mes collègues qui sont là. Donc en effet, il y a eu des doctorantes qui étaient doctorantes au moment où elles ont, pour certaines encore doctorantes, pour d'autres pas tout à fait encore doctorantes, mais la plupart. Voilà, il y a Hajer et Safa ont soutenu leur thèse, Hamel et voilà sont en cours. Donc merci, donc voilà, vous voyez leurs noms, Safa est là, Hajer, Harlem, Alexandra, et malheureusement Alexandra et Sami n'ont pas pu venir, mais Hamel, Hassan est là, Sharifa est là, Hamani est là, voilà, jeune maman, et Shamima, et Islet, je ne l'ai pas vu. Donc un grand merci, donc c'est vraiment une aventure. Je vais essayer de redire juste un petit peu, de raconter, parce qu'un ouvrage on peut le voir, donc dire aussi que c'est la première fois qu'on présente l'ouvrage depuis qu'il est sorti. Voilà. Donc c'est même relayé sur les réseaux sociaux aujourd'hui en France, parce qu'il a été, avant même de le présenter, il est sorti la semaine dernière. Je l'ai apporté dans les valises, voilà, avec une amie qui est venue avec moi. On a pris 23 kilos d'ouvrage. Voilà. Pile 22, il y avait 22 kg 900 donc les ouvrages pour apporter aux auteurs. Et donc redire un petit peu comment s'est fait l'histoire de cette enquête, et comment ce qu'on lit pas vraiment en lisant l'ouvrage avec les résultats, que vous pouvez regarder. Vous pouvez aussi vous adresser aux auteurs, lire leurs chapitres. N'hésitez pas à m'interrompre, chers collègues, si voilà. Mais c'est vraiment l'idée, c'est plutôt de repartir un petit peu sur cette histoire collective. Et quand même, le plus beau cadeau, pour moi, qui a été fait après cette enquête, c'est de vous avoir entendu dire, quand on a fait le débrief, pour celles qui ont fait le terrain, et elles étaient nombreuses, dire, mais en fait, on a connu la Tunisie, en fait. Il y a avant et après, voilà. Je ne sais plus comment on l'a dit exactement, mais tu peux aussi... c'est vraiment, voilà, on a connu une autre Tunisie en faisant ce travail de terrain. Pour moi, c'était vraiment
énormément, et voilà, Hassan qui a fait le... Alors, très rapidement, donc, ça a commencé par un projet, donc 2011, je ne reviens pas sur 2011, se mettent en place de nombreux projets à l'initiative, voilà, des initiatives locales, des initiatives collectives, des initiatives européennes, et là on propose de monter un projet qui s'appelle Observation et transformation dans le monde arabe, qui est un projet qui est financé par le MAE en France et qui est un projet INED, Institut National d'Études Démographiques, institution à laquelle j'appartiens, et l'IRD, qui est l'Institut de Recherche et Développement. Voilà, donc l'objectif du projet, c'était de mettre en place des outils d'observation et de mesure des changements dans 3 pays, en Égypte, au Maroc et en Tunisie. Autre point très important, c'était la formation de jeunes chercheurs pour pouvoir, en direct, si je puis dire, essayer de voir ce qui se passait, qu'elles ont été en train de se passer dans le monde arabe. Autre aspect aussi très important, l'idée c'était de ne pas privilégier une entrée. Donc pour ma part, je suis de formation statisticienne, géographe, démographe, je travaille dans un institut de démographie, Hassan est démographe, sociologue, enfin, on a travaillé avec des disciplines très différentes, c'est essayer d'avoir un regard pluridisciplinaire et des approches méthodologiques variées. À la fois des méthodes, hein. Beaucoup ont peut-être souffert avec les méthodes très quantitatives, mais aussi beaucoup de qualitatifs, et c'était vraiment l'idée de ces approches, de mélange de ces approches. Alors, l'objectif de l'enquête, donc saisir plus de 5 années après la Révolution, les clivages, en fait, c'était pas... L'idée de comparaison était un peu difficile, mais dire, ben voilà, on est en 2016, presque 2017, parce que c'était vraiment la fin de l'année. Quels sont les clivages qui s'observent aujourd'hui au sein de la société tunisienne, dans les domaines les plus variés possibles, que ce soit la formation, l'accès à l'emploi, les mobilités, les mises en couple, etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais après, mettre une enquête en questionnaire, essayer d'interroger avec l'aide de l'Institut national, l'INS, une enquête sur le terrain, c'est pas si simple de construire un questionnaire quand on part du terrain qualitatif. Donc on a fait avec beaucoup d'entre vous qui étaient là, des terrains qualitatifs, en se disant comment est-ce qu'on peut essayer de saisir les clivages qui s'observent, cette cohésion sociale au sein de la société tunisienne. Et donc on est allé enquêter ici, à droite, à gauche, pour essayer de trouver comment mettre en forme ces questionnements. On a retenu tout un ensemble, donc on a donc l'équipe d'abord, donc l'enquête elle a été coordonnée par Hassan et moi-même. Elle a été financée en partie par le projet OTMA, donc par le MAE, par l'INED. Elle a reçu un très fort soutien aussi de la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. Et le terrain a été coordonné par Hassan avec l'aide des personnes qui sont là, et Anis Bouchahama qui ne peut pas être là aujourd'hui, mais qui travaille à l'INS et qui nous a énormément aidé sur la capisation. L'enquête a été passée par tablette et qui nous a énormément aidé sur ce point-là. Donc ce travail de collaboration, de réalisation de l'enquête, on s'est aussi inspiré de travaux que nous on avait fait, dont une enquête qu'on avait faite sur les identités en France. Et donc on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait poser ces questions-là au sein de la société tunisienne. Donc tout un ensemble de personnes, donc Maria Bidon qui travaille beaucoup sur les questions de genre, Alexandra Fillon qui a fait un chapitre sur les pratiques linguistiques, Kamel Kateb qui a beaucoup travaillé sur les questions de mariage en Algérie et dans les sociétés du Maghreb, Hassan, Sherifa, Amandine Lebugle qui travaillait aussi sur les questions, qui avait beaucoup travaillé sur l'Iran et qui travaillait aussi sur les questions de genre, des personnes qui nous ont aidés à mettre en place l'enquête et en particulier, je vous en dirai un mot, sur l'outil de grille biographique qui a été mobilisé pour la première fois dans une enquête en Tunisie et donc qui nous a permis de saisir les parcours individuels. Voilà, et donc un ensemble de doctorantes, Safa, Heger, Hamel, Amani et Arnaud. Donc la capitisation du questionnaire, donc se dire qu'on fait un questionnaire sur papier, aujourd'hui les questionnaires, je ne sais pas si vous le savez, ils sont tous maintenant sur informatique, donc ce qu'on appelle capisé. Après une grille biographique, on verra qu'une grille biographique c'est une grille papier avant tout, donc là ça a imposé une contrainte supplémentaire pour nos enquêtrices et nos enquêteurs, c'était d'avoir à la fois une tablette, un dispositif papier, d'être debout devant les portes des maisons en attendant qu'on vous ouvre la porte pour pouvoir répondre au questionnaire, et tout ça, le carnet de terrain le dit très très bien dans l'ouvrage, restitue ces difficultés. Alors, donc on a commencé par faire des focus group, on a commencé à travailler sur ces questions de la diversité de la société tunisienne en groupe, et ensuite on a fait un groupe de travail qui réunissait donc des chercheurs de différentes disciplines en France et en Tunisie, et donc l'idée c'était à chaque fois de faire un travail de formation de jeunes chercheurs, en même temps les terrains, donc toujours à la fois une formation qui nous aussi nous enrichissait énormément, et de pouvoir après progresser sur les différentes étapes de l'enquête. Parallèlement à cela, avec Hassan, on a mené une démarche auprès de l'Institut national statistique pour obtenir un échantillon de district représentatif du territoire tunisien.
Et une fois qu'on avait mis en place le questionnaire, on a voulu obtenir un visa du CNS, donc de la Commission nationale, Commission nationale Conseil national de la statistique. Conseil national de la statistique pour avoir un peu le label, pour dire que cette enquête était validée par voilà, les hautes instances en statistique. Après, donc, il y a eu la mise en place du terrain, là je laisserai Hassan en reparler. Et donc après, vous avez toute la période de réception des données, de redressement de la base de données, de nettoyage, de saisie de la grille bibliographique, etc., qui a été quand même un travail qui a pris pas mal de temps. Donc les apports, qu'est-ce qui, en fait, au départ, quand on a proposé cette enquête, ce qu'on voyait, c'est que depuis 2011, il y avait eu beaucoup d'enquêtes. Des enquêtes pour certaines, enfin voilà, des enquêtes très intéressantes, mais réalisées de manière ponctuelle sur des sujets précis. Comme ça a été dit tout à l'heure, un petit peu beaucoup auprès des jeunes, parce que la population à laquelle on s'est beaucoup intéressé après la Révolution, c'était celle des jeunes. L'ONG a fait énormément de travaux d'enquête, parce qu'ils étaient considérés comme moteurs de la Révolution, parce qu'on les avait vus de manière très présente dans la rue, etc. Et sur des thématiques ciblées, les formes d'engagement, la vie politique, l'abstention, la religion, et une enquête aussi sur la liberté de conscience. Donc ces enquêtes, toutes très intéressantes, qui ont donné aussi lieu à des publications, étaient réalisées de manière ponctuelle sur des échantillons, soit sur une région donnée, sur un quartier donné, sur une partie de la Tunisie donnée, mais pas d'enquête en population générale, ce qu'on appelle une enquête en population générale. Et donc l'enquête ETST, donc, sur les transformations de la société tunisienne, elle constitue une première dans la mesure où elle interroge un échantillon représentatif de la population des personnes qui vivent sur le territoire tunisien à l'échelle des gouvernorats, sur des thématiques très diversifiées et innovante aussi dans la mesure où elle recourt à une grille bibliographique. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier de ce type de matériau, mais je vous le montre. Alors, pour ma part, c'est la première fois que j'utilisais une grille, ce qu'on appelle HVEN, âge événement, en arabe. La spécificité, c'est qu'elle se lit, je ne vais pas vous l'apprendre, mais moi j'avais l'habitude de les lire de l'autre sens. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous avez autant de lignes que l'individu a d'années de vie. Sur la première ligne, donc 0, vous mettez sa date de naissance, et ensuite vous inscrivez pour chaque année, l'enquêteur, l'enquêtrice inscrivait tous les 10 ans, donc la personne en 82, elle avait 10 ans, puis 92, puis 2002, etc. Et en fait, l'idée des grilles biographiques, et ça à l'INED, on est très familier de ce mode de recueil des données, des parcours individuels, c'est l'idée de saisir de manière simultanée, pour faciliter le travail de mémoire des personnes, les parcours géographiques. Donc on commence souvent par les parcours géographiques parce que c'est une entrée qui est relativement neutre, de demander aux personnes où vous êtes né, après quels sont les différents endroits que vous avez vécu, Et après vous avez une colonne qui correspond aux événements familiaux. Donc les événements familiaux, ce sont les naissances, ce sont les décès, ce sont les mariages, enfin le mariage, éventuellement les mariages. Ensuite vous avez une colonne qu'on appelle formation qui est donc la période de formation, l'entrée à l'école, puis les périodes de formation, puis les différents emplois, périodes d'activité ou d'inactivité, font partie de la dimension formation. Et ensuite, vous avez des colonnes qui sont plus subjectives, qui permettent de donner une coloration aux périodes. Donc la personne, en fait, elle va commencer par vous dire les différents lieux, puis après elle va vous dire « Ah non, attendez, quand je suis partie habiter à Sfax, c'est au moment où j'ai eu mon deuxième enfant. Et là, non, j'ai eu un nouvel emploi. » Donc en fait, l'intérêt de saisir simultanément toutes ces informations-là, c'est qu'en fait, les unes au regard des autres vous permettent de vous remémorer facilement les événements. On a souvent, quand on vous pose la question « Quelle date, quand, depuis quand vous avez été ce logement ?», très souvent, on fait le travail de mémoire en disant « C'est à tel moment de ma vie, tel événement de ma vie ». Et donc, ça facilite ce travail de mémoire. Et donc, la dimension subjective, qui était aussi innovante, c'est de demander à la personne « Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les bonnes ou mauvaises années, les plus bonnes ou mauvaises ?» Donc, une coloration de ces périodes-là. Et on lui demandait par ailleurs les événements marquants. Donc là, peut-être on pourra reparler de la traduction d'événements, je ne sais plus comment on dit, en arabe, ou peut-être comment on dit événement en arabe, comment c'était traduit dans le question. Voilà. Donc l'idée, est-ce qu'événement marquant est exprimé en français ou en arabe, est-ce que ça signifiait vraiment la même chose? Donc c'est une question qu'on pose souvent dans les enquêtes à l'INED, c'est pouvez-vous nous donner des événements marquants, qu'ils soient individuels ou collectifs, donc propres à votre pays ou propres à votre vie à vous, pour, voilà, et en quelle année ils se sont produits. Alors, les différents modules de l'enquête, donc le premier module, c'est la grille biographique, donc avec les parcours géographiques, familiaux, ce que je viens de vous... et la synthèse biographique, donc les périodes, les événements marquants. Ensuite, vous aviez tout un module sur la vie de famille,
Et l'idée dans chacun de ces modules, c'est d'avoir des questions factuelles. Donc on recueillait de manière factuelle quel est votre travail, est-ce que vous travaillez plutôt en journée, est-ce que vous travaillez tous les jours de la semaine, est-ce qu'il vous arrive de travailler la nuit, de vous déplacer. Et puis après, de mettre aussi des questions plus subjectives sur le regard que porte la personne sur son travail, sur sa vie, sur le partage par exemple des tâches dans le couple, sur sa situation par exemple de célibat. Donc chaque module a été construit de manière à ce qu'on ait à la fois des questions factuelles, donc de recueil de l'information de manière factuelle, mais aussi des questions plus subjectives de représentation de la personne sur sa situation. Donc des questions sur les pratiques linguistiques et culturelles qui font aussi l'objet de 2 chapitres, donc sur les langues, sur la perception de l'arabe, sur la perception de la situation de l'arabe au regard du français. Donc ça c'est le chapitre Alexandra. Ensuite vous avez sur l'écoute de la musique, sur tous les types de musique écoutée, sur le rap. Donc ça c'est un autre chapitre, je vous laisserai les regarder dans l'ouvrage. Sur le déplacement et les temps libres. Ensuite, vous avez toute une partie importante sur les lieux de vie. Donc, on a travaillé avec des collègues sur la mobilité géographique, les migrations internes et les migrations à l'international. Une partie importante sur les convictions et engagements. Donc, on ne peut pas poser à une personne dans une enquête quelle est votre appartenance politique, pour quel parti vous avez voté et quelle est votre croyance, quelles sont vos croyances religieuses. En revanche, on peut poser la question de la position par rapport à la religion. Est-ce qu'on a une pratique régulière de la religion, une pratique occasionnelle? Est-ce qu'on est engagé en politique? Est-ce qu'on a déjà appartenu en politique? Est-ce qu'on a voté aux dernières élections? Mais on ne peut pas poser la question ou alors demander des autorisations. Quel est le parti dont vous vous sentez le plus proche et quels sont... Voilà. Ensuite, tout un ensemble de questions sur les opinions personnelles. Donc vous verrez, on vous les montrera, sur les relations hommes-femmes, sur les mariages arrangés, sur la virginité au mariage, sur le partage des tâches au sein du couple, sur la liberté de parole depuis 2011, l'insécurité, la situation politique, le pouvoir d'achat, les migrants et les réfugiés. Un petit module sur la santé, sur l'appareil, de la même manière, sur la perception de son état de santé par rapport à des personnes du même âge, parce que tout dépend de l'âge auquel on vous pose la question. Sur les derniers, les traitements, etc. Et on a terminé, je vous montrerai rapidement, sur le sentiment de libre arbitre et le dessin de vie. Alors, l'échantillon de l'enquête TST, donc la population cible, c'est les individus âgés entre 18 et 65 ans. Si vous interrogez des individus de moins de 18 ans, vous demandez une autorisation. Et là, l'idée, c'était d'interroger une population adulte. Donc 4205 ménages, l'INS qui a fourni l'échantillon de 300 districts. Et là, je vais passer la parole à Hassan pour vous parler du terrain et je reviendrai après sur des résultats. Je te le mets, tu me dis que je te... Bon, ça c'est notre flyer qui a été distribué. En fait, en arrivant pour faire l'enquête, on avait au début, au premier regard, bien, au premier contact avec la population à l'époque, qui était mois d'octobre jusqu'à fin décembre, début janvier. L'enquête a été réalisée pendant pratiquement 3 mois sur tout le pays. Au premier contact, les gens nous refusaient parce qu'ils pensaient que nous étions un parti politique ou des gens officiels. Mais en donnant le flyer, en expliquant que le groupe c'est un groupe d'étudiants, surtout étudiants, donc les gens nous recevaient d'une manière extraordinaire. Les gens nous faisaient sortir leur déjeuner et puis nous donnaient des fruits et tout. Donc c'était très agréable. J'ai adoré cette population tunisienne, sincèrement, parce que cette enquête m'a permis de connaître mon pays, en fait. Je me suis aperçu que certes, je suis tunisien, j'ai vécu, je ne vais pas dire mon âge, mais des dizaines d'années dans ce pays, mais je n'ai connu la Tunisie qu'à travers cette enquête. Je vais passer la France. Donc, c'est ce flyer qui montre. Il faut se rappeler que quand on a commencé l'enquête début octobre, il y avait l'opération de Binkerden, juste avant 1 mois ou 2. Donc toute la région était quadrillée par l'armée, par la garde nationale. Donc on a préféré commencer par le sud, par stratégie aussi, pour profiter de la lumière du mois d'octobre, avant d'arriver jusqu'à novembre ou décembre, dans cette période, pour pouvoir circuler dans cette étendue désertique parfois et tout. Donc on a choisi de commencer par Germa, et c'est à partir de Germa qu'on a pu travailler tout le sud, ou une grande partie du sud,
Et puis on est allé à Tataouine, on a travaillé l'autre partie. Et puis on a créé un groupe aussi qui a travaillé, originaire surtout de Belli, de Gafsa, de la région du sud-ouest, parce que sincèrement, circuler dans une région à l'époque où il y avait des manifestations dans la région minière avec 25 jeunes filles à l'époque avec moi, sincèrement ça me faisait peur. Donc d'ailleurs on a eu des problèmes. Notre chère Safer, à l'époque, elle a eu deux problèmes assez sérieux. La première fois c'était à Sidi Issa. La localité s'appelait Sidi Issa, je me rappelle de ça, une zone montagneuse. Elle a failli être kidnappée quoi, elle a eu peur. Donc une, et la seconde c'était à Hama, elle a été attaquée par le mari d'une femme qui était dans notre échantillon. Elle lui a dit pourquoi tu n'es pas voilée, allez sors ça, il lui a dit des mots. Donc on a eu, et en plus une fois c'était à Sousse aussi, du côté de Mehdi encore, la ville entre Mehdi et Monastir aussi. Donc du coup c'était pas facile de faire ce terrain-là. Ce terrain-là était très difficile, on avait à chaque sortie des groupes, on avait la peur au ventre, mais j'ai adoré le courage de ce groupe-là pour réaliser son travail. Cette photo, c'est la première photo de notre enquête préliminaire en sortant de la faculté de la fabrique. On utilisait aussi le GPS, on trouvait dans une route militaire. Le groupe s'est trouvé dans une route qui n'a pas d'issue. Donc, ici, à Indraham aussi, il y a eu, tu te rappelles, à Indraham, il y a eu un glissement de voiture dans un ravin. Heureusement, il y avait le tracteur qui l'a secouru. Donc, faire du terrain. Moi, je dis souvent à mes étudiants, être sociologue ou démographe, en étant dans votre salle d'enseignement, ce n'est pas... Quelqu'un qui ne fait pas de terrain, il n'est pas sociologue. Qui travaille sur des théories en l'air, il n'est pas sociologue ni démographe. Donc, pour être démographe sociologue, il faut faire du terrain. C'est pas Durkheim, mais donc il faut vraiment travailler le terrain. Donc, cette enquête nous a fait sortir quelques résultats. À l'époque, en 2016, c'était pas facile de les dire. On peut être taxé de contre-révolutionnaire. Donc, il faut dire que seuls 14% des répondants citent la révolution comme un événement marquant de leur vie. Donc, 3/4 des événements se réfèrent essentiellement aux histoires personnelles, individuelles. Donc, tout ce qui est public, tout ce qui est révolution n'a plus aucune importance en 2016. Dans ces 14%, 64% emploient le mot révolution seul. Un tiers avec les qualificatifs négatifs, en lien avec la mort ou emprisonnement d'un proche, les conséquences financières, les relations du pouvoir d'achat, accroissement de la sécurité, le chaos général. Ce sont des mots qui étaient toujours employés par les enquêtés. Donc, difficulté à vivre après la révolution, instabilité, après situation dure et instable, tous ces mots étaient l'influence négative de la révolution et la migration clandestine en rapport avec déception après 5 ans de révolution, je regrette la révolution, rien n'a changé, échec de la révolution. Donc, tous ces mots-là sortent à chaque fois dans la bouche des gens. Quelques réponses seulement traitent ou bien prennent la révolution d'un côté positif. Donc la fierté de la révolution, la joie, mais c'était pratiquement quelques cas. Elle est surtout moins citée chez les 18-25 ans. Si on parle toujours que la révolution, entre guillemets, la révolution tunisienne, c'est une révolution de jeunes, mais au fait, non, c'est pas vrai, parce que les 18-25 ans,
c'est eux les premiers qui refusent cette révolution. Bon, si on compare au niveau diplôme, on trouve que ceux qui ont un diplôme supérieur citent beaucoup plus la révolution comme fait marquant ou bien un événement marquant. Un peu plus. Un peu plus, voilà, bien sûr, c'est un peu plus. Donc, seulement 8% chez les non-diplômés. On passe. Pour aussi parler des libertés, on trouve que depuis les modalités qu'on a posées, depuis janvier 2011, on est libre de dire ce qu'on en pense. C'est à 57%, et je pense que c'est le plus important. On trouve aussi 86,1% pour les gens, le pouvoir d'achat du citoyen s'est dégradé. Donc c'est à 86%. 14,8% considèrent que la situation politique en Tunisie est inquiétante. On a posé aussi, on a voulu poser la question sur la présence, déjà. On a prévu l'impact de la présence de la population essentiellement subsaharienne en Tunisie depuis avant 5 ans maintenant, 6 ans. Donc la présence de migrants est une bonne chose pour la Tunisie, elle est plutôt d'accord à 33,4, plutôt pas d'accord. Donc déjà c'est divisé pratiquement de la même chose, tout à fait d'accord, seulement 20,8. Cette perception, elle est beaucoup moindre quand on parle de réfugiés. Quand on parle de réfugiés, ça devient un peu plus inquiétant puisque tout à fait, la présence des réfugiés est une bonne chose pour la Tunisie, seulement 10,3% parlent de ça. On ira jusqu'à, pas du tout d'accord, jusqu'à 30,9%. Donc, ce sont les prémices de quelques points de vue actuellement qui circulent sur les réseaux sociaux avec des positions racistes, clairement. Maintenant, on voit de plus en plus l'impact de la perception des réfugiés et des migrants, surtout subsahariens. On passe. Et bien sûr, il y a une autre modalité sur l'insécurité. Les Tunisiens sont très inquiets sur la question d'insécurité à hauteur de 64,1. Donc, passons, à partir de ces questions-là, on trouve des réponses paradoxales. Donc, il y a on sent une certaine, entre guillemets, si on peut dire, aliénation aussi. Les Tunisiens du manière générale, les Tunisiens du manière particulière, on trouve des positions de modernistes, à l'image de l'Europe, entre guillemets, mais en même temps, on trouve des positions très conservatrices. Donc, si on parle est-ce que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits oui, c'est presque à 50%. Si on pose la question, une femme doit être vierge avant le mariage, regardez, c'est presque à 80%. Les gens parlent jusqu'à maintenant de virginité. Donc, c'est quand on voit. Maintenant, il y a un changement pour la question des mariages arrangés par la famille. Il y a de plus en plus d'équilibre, en sachant qu'en 2001, par exemple, une enquête réalisée par le NFP, à laquelle je ne sais pas si il y avait Ahmed, il y avait Dora qui ont participé, donnait jusque-là le mariage arrangé en position bien avancée. On sent déjà qu'il y a un certain changement. On peut passer. Bien sûr, dans les statistiques de l'INS, on sait très bien qu'il y a de plus en plus de l'augmentation de l'âge au mariage. Il était de 21 ans à 29 ans pour les femmes et 29 ans à 23 ans pour les hommes. Et surtout, bon ici on ne l'a pas cité, surtout pour les femmes diplômées déjà, ça peut atteindre jusqu'à 34 ans. Ce n'est pas cité dans notre... Donc le célibat aussi, il est perçu dans toutes les enquêtes, dans notre enquête aussi, que le célibat est de plus en plus s'instaure d'une manière claire et en Tunisie. Il y a de plus en plus de célibat et certainement on va avoir un taux de célibat définitif très important dans les années à venir.
avec le divorce aussi, ça va. Donc, si on passe pour les motifs du célibat, on voit ces conditions financières, si on voit 36-45 ans, c'est le plus important chez les anciennes, relativement. 36-45 ans, une génération, c'est une question des conditions financières. Les célibataires âgés entre 36 et 45 ans voilà. déclarent en grande partie, plus de la moitié d'entre eux, que la raison pour laquelle ils sont célibataires, c'est en raison des conditions financières. Pour les femmes, peut-être elles ne répondent pas trouver la bonne personne. C'est-à-dire, là, on peut creuser dans une autre enquête Cali, c'est quoi une bonne personne? C'est celle qui, question financière, ça, on peut après trouver la question financière. Donc, mais donc aussi, pour les 18-25 ans, préfère attendre. Préfère attendre pour les hommes, préfère attendre pour les femmes. Oui, mais on aurait pu aussi, pourquoi attendre? On aurait dû poser cette question. Pour quelle raison attendre? Donc ça, on peut creuser ça dans d'autres enquêtes. On peut le faire pour janvier, les filles, qui vont partir avec poser cette question. Bon, aussi le mode de rencontre du conjoint. Nous savons tous que le modèle arabe d'une manière générale et tunisien d'une manière particulière se base surtout sur le modèle de parenté. Et surtout le parenté du côté du père. Donc on voit que les choses commencent à bouger quand même. Les choses commencent à bouger. Il reste toujours présenté par la famille ou des proches. Donc c'est pour ça, on trouve soit 56-65 pour la population, aussi bien pour les femmes et pour les hommes, que le lieu de rencontre, ou bien le mode de rencontre de la famille, aussi bien des hommes que des femmes, c'est être présenté au sein de la famille. Certes, cette forme, elle est en train de baisser et de changer. D'ailleurs, on regarde, c'est clair que maintenant, les 18-25 ans, ça reste important, cette manière, mais elle est en train de diminuer. Le moi-même ou des amis voilà. Beaucoup d'importance par rapport présenté par la famille. Le violet prend l'importance sur le bleu. Moi, je parle du bleu ciel. Je parlais du bleu ciel, mais aussi pour moi-même ou des amis. Moi-même ou des amis, ça peut se faire aussi au sein de la famille. Les étudiants qui rentrent ensemble en bus ou pendant les vacances dans leur ville d'origine, ils vont rencontrer des gens de la famille dans le bus ou bien dans le taxi ou dans le train. Et c'est comme ça que des familles aussi se constituent, ou des mariages se constituent. Donc, on a de bonnes réponses, mais aussi il faut creuser. C'est bon, on passe. Alors, je vais revenir sur les parcours géographiques. Donc là, vraiment, en fait, on veut vous donner envie de lire le livre pour ceux qui... Voilà. Ouais, bon, on est en train de... C'est un peu, voilà, on vous donne quelques pistes. C'est pas seulement ça. Et puis on peut laisser parler après, on souhaiterait vous poser des questions et que ce soit les auteurs eux-mêmes, même s'il y a des chapitres qu'on a écrits pour certains, en collaboration, etc. Pour chaque thème, voilà. On a pris quelques résultats. Il y a d'autres résultats. Il faut lire le livre. Alors, les parcours géographiques des Tunisiens, donc là, je pourrais aussi laisser, où est-ce que tu es, les collègues. Donc, en fait, ce qui nous a paru intéressant, donc ça, c'est quelque chose qu'on avait fait dans une enquête. Moi, je travaille de manière personnelle sur les parcours géographiques des personnes. Ce qui m'intéresse, c'est sur l'inscription spatiale des populations. Donc, tous les lieux où les personnes ont vécu depuis leur naissance. Donc, on appelle ça l'espace de vie, on appelle ça... Donc là, c'était l'idée de pas les lieux, les parcours résidentiels au sens des logements, mais le parcours géographique au sens, alors ici, le parcours géographique, c'était à l'échelle des délégations. Donc en fait, on demandait dans quelle délégation vous êtes né, est-ce que vous y habitez encore aujourd'hui, et puis sinon, je vous ai montré sur la grille biographique, quelles sont toutes les délégations. La première chose qui nous est apparue, c'est que plus d'une personne sur deux a déclaré dans l'enquête ne jamais avoir changé de délégation, de résidence depuis sa naissance. C'est un résultat qui peut vous apparaître, bon, voilà, mais il est très important. Pourquoi ? J'insiste toujours là-dessus parce que finalement, dans le recensement, c'est pas quelque chose que l'on a. On ne demande jamais
On peut demander le lieu de naissance, on demande le lieu de résidence, mais vous ne savez jamais ce qui s'est passé entre les deux dates. Donc finalement, pour reconstituer le parcours géographique des personnes, c'est extrêmement difficile, d'où l'intérêt de ces grilles biographiques. Donc là, c'est finalement un résultat très important à l'échelle de la Tunisie, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, vous avez des résultats classiques de démographie, les âges à la mobilité avec l'âge le plus courant autour de 22 ans. Vous voyez que ça change un peu pour les femmes comme pour les hommes et qu'il y a un petit décalage, c'est l'âge au mariage. Bon, on ne va pas faire des résultats. Ce qui est intéressant, c'est de voir les motifs de mobilité qui apparaissent. Alors, la décohabitation, l'âge où les enfants partent de chez leurs parents, sauf qu'on sait qu'aujourd'hui la décohabitation, elle peut se suivre de recohabitation puis de décohabitation. Donc pour les démographes, c'est un vrai casse-tête. Voilà, parce qu'on décohabite. Pardon? Désolée. Ouais. Et donc, voilà. Donc ce qu'on voit là, c'est que pour les femmes qui sont en vert clair, ben, la première raison de mobilité, donc de changer de délégation, c'est le mariage, qui donne plus souvent lieu pour la femme que pour l'homme à un changement de délégation. Les études supérieures, on voit que de la même manière, donc les hommes et les femmes, en bleu c'est l'ensemble, en rouge les hommes, en vert les femmes, c'est la même chose. Et que les femmes aussi, la décohabitation. Alors après, décohabitation, ça peut être mariage. Donc voilà, tout ça, c'est des questions qu'on s'est posées. Là, ce qu'on a essayé de faire, c'est finalement, qu'est-ce que ces parcours, ces étapes géographiques. Donc on a un fichier des individus, 3500 individus, qui donne lieu à un fichier où on a, est-ce que tu as en tête le nombre d'étapes? 20 000, je ne sais plus combien d'étapes, 20 000, mettons 20 000 étapes géographiques, et on peut les représenter. Alors évidemment, quand on représente toutes ces étapes, elles n'ont pas été effectuées au même moment. C'est-à-dire que migrer, aller de, je sais pas quoi, de Bizerte à Kasserine dans les années 90 ou dans les années 2010, c'est le même trajet géographique, mais les régions ne peuvent ne pas être les mêmes selon l'attractivité économique, selon plein d'autres facteurs. On a essayé de voir quand même pour essayer de résumer, et donc là vous voyez les flux dominants en rouge, les seconds flux, et on retrouve à la fois ce qu'on sait bien sur la région de Tunis, mais aussi des sous-systèmes régionaux que vous voyez, que ce soit dans le centre ou au sud. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi un ensemble de résultats qu'on a pu obtenir à partir de cette enquête. De la même manière, à l'international, donc migrer à l'international, donc là, on a reconstitué les parcours géographiques, donc on a étudié toutes les étapes des individus depuis leur naissance, donc d'une population représentative de la population qui vit sur le territoire tunisien à la fin de l'année 2016, et d'aller regarder toutes les étapes qui se sont produites à l'étranger. Bien évidemment, quand vous faites une enquête de ce type-là, vous perdez les individus, ce qu'on dit, qui sont à l'étranger encore. Donc une enquête biographique n'est jamais représentative d'une population sur son lieu de naissance, parce que si tous les gens sont partis de ce lieu de naissance pour X raisons, parce qu'il y a eu un événement particulier, vous les perdez, puisqu'ils ne sont pas là au moment où vous les enquêtez ou au moment où vous les recensez. Donc ce que ça nous dit quand même, c'est pour toute une population qui réside à un moment donné, quelles sont les étapes qui se sont inscrites à l'étranger. Et là, on voit des choses, donc là, à Sankassa, on va aussi très bien vous le dire, parce que c'est un de ses sujets de prédilection, c'est que, donc, les lieux dans lesquels s'inscrivent les étapes, donc là, vous avez donc là, on a trouvé que 109 étapes, ce qui est très peu, sur l'ensemble des étapes, il n'y en a eu que 109 qui s'inscrivent ailleurs. Mais ça donne, puisqu'elles sont représentatives de la population à un moment donné, ça nous donne une idée de l'inscription spatiale de la population. Donc en premier lieu, la France, à cette époque la Libye, parce que la Libye, on sait que c'est souvent aussi des migrations saisonnières. Il faut préciser que dans l'enquête, on demandait les migrations de plus d'1 an. Parce que justement, les migrations saisonnières, c'est compliqué à saisir. Donc ce qui nous a été restitué, collecté, ce que l'on a collecté comme étape, c'est des étapes de plus d'1 année. Ensuite, vous avez l'Italie, l'Allemagne, le Maroc. Donc qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de voir donc 3% de la population, 3/4 d'hommes, mais aussi des femmes, et de plus en plus récemment. Pour 80%, donc on avait l'état de la personne, d'où l'intérêt des grilles biographiques, c'est qu'au moment où s'est effectuée la migration, on savait le statut matrimonial de la personne, on savait son nombre d'enfants, on savait sa situation par rapport à l'emploi, activité, inactivité, formation, études supérieures. Donc on peut restituer toutes les migrations. Donc ce que nous permet de faire ce travail biographique, c'est de restituer toutes les situations au moment où l'événement se produit. Donc, ce qu'on peut dire d'autre, d'une manière générale, on a essayé de voir donc, ce qui avait favorisé le fait. Alors là, on a regardé les projets migratoires à l'étranger et on demandait à la personne cette question-là que vous pouvez lire: est-ce que vous avez prévu de déménager dans les mois à venir? Sachant que c'est vague, vous pouvez toujours dire que vous avez prévu de déménager et finalement pas avoir mis en... C'est une intention de migration. Voilà, une intention de migrer, mais
dans les mois à venir, ça permet de préciser que ce n'est pas dans 10 ans et que c'est dans les mois à venir. Donc 8% des personnes nous répondent que oui, elles ont l'intention de déménager dans les mois à venir, donc 5% en Tunisie et 2,5%, enfin c'est un peu plus de 5% en Tunisie et 2,5% à l'étranger. Et donc là, on a essayé aussi, on a recueilli les projets migratoires. Donc ce que vous avez en bleu, c'est là où les personnes souhaitent migrer. Donc vous voyez qu'il y aurait un peu plus d'étapes qui se produiraient en France par rapport, par rapport à celles qui se sont déjà produites qui sont en rouge. Donc on essaye de voir. On voit que l'Allemagne, par exemple, est plus attractive qu'elle ne l'a été dans les faits. Après, vous voyez aussi que le Canada, vous voyez que par exemple, ce que vous voyez là, le grand trait rouge, c'est la Libye, qui n'est plus du tout attractive, et on comprend bien pourquoi, alors qu'elle a fait l'objet de nombreux États. Donc ce sont des indications qui, bien entendu, nécessitent d'avoir un terrain beaucoup plus approfondi. Et on a essayé de modéliser, donc on a fait toujours ce travail qui est très quantitatif, c'est la propension, donc quelle est la probabilité, qu'est-ce qui fait que la probabilité de déclarer un projet à l'étranger s'accroît. On voit que cette probabilité, c'est le fait d'être... plus on est âgé, moins la probabilité, la propension à migrer est importante. Le fait d'avoir fait des études supérieures accroît la probabilité presque par 2 de déclarer une volonté de migrer. Et on voit aussi que le fait d'avoir déjà vécu à l'étranger, multiplié par 4, puis par 4, le fait de vouloir à nouveau migrer, et le fait aussi d'être célibataire par rapport au fait d'être marié ou divorcé. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Les 2 derniers résultats, donc je voulais vous présenter, donc c'est quelque chose de beaucoup plus subjectif qu'on avait aussi introduit dans l'enquête, dont on s'est beaucoup inspiré, sur laquelle moi j'avais beaucoup travaillé, qui s'appelle l'enquête Histoire de vie sur la construction des identités, et qui avait été effectuée au début des années 2000, et dans lesquelles, pour terminer, c'est jamais simple de terminer un questionnaire, vous l'avez expérimenté sur le terrain, surtout quand vous posez des questions assez personnelles, et finalement on a terminé par 2 questions assez subjectives. La première, c'est l'idée de sentiment de libre arbitre. Donc on ne demandait pas aux personnes, on va vous interroger sur votre libre arbitre, mais on leur disait, voilà, ben finalement on se sent plus ou moins libre de choisir le cours de sa vie. Est-ce que vous pouviez nous dire, entre 1 et 6, si vous vous êtes senti pas du tout libre ou tout à fait libre? C'est vraiment subjectif, c'est une représentation. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Donc déjà on a regardé une différence entre les hommes et les femmes, et on a comparé aussi avec l'enquête en France. Alors, sur le sentiment de libre arbitre, bah, une très grande majorité, ça c'est la bonne nouvelle, se déclare libre de choisir le cours de sa vie. Plus marqué chez les hommes, donc les hommes sont plus à même de choisir que nous, pauvres femmes. Donc on a essayé par ailleurs de modéliser pour savoir quelle était la propension de se déclarer moins libre de choisir sa vie, et le fait d'être une femme par rapport au fait d'être un homme, le fait d'être moins diplômé par rapport au fait d'être diplômé, le fait de vivre en milieu rural dans une moindre mesure, et le fait d'être célibataire aussi. Ça c'est intéressant parce que c'est un résultat qu'on n'avait pas trouvé en France. Et la dernière question, c'était si on vous demandait d'illustrer votre vie par un dessin. Et donc là, il faut imaginer que c'est quelque chose, donc c'est les travaux de Véronique Leclerc-Olive qui avaient testé ça de manière très qualitative, mais là, il faut imaginer qu'on a posé cette question à 3500 personnes, donc ça fait quand même un matériau qui est plus que qualitatif, même si le support est quand même assez qualitatif. Et on disait, bah, votre vie, c'est plutôt ça. Alors, on se souvient que dans l'enquête pilote, on avait oublié de mettre, ce qui n'avait pas été le cas en France, le dessin avec des hauts et des bas qui finissaient par descendre. Et les personnes disaient, ah, il manque un dessin. Moi, c'est des hauts et des bas, mais en ce moment, ça descend. Donc, on a ajouté ce dessin, ce qu'on n'avait pas fait pour l'enquête en France. Et alors, c'est sûr, quand quelqu'un vous dit que c'est le dessin numéro 7 qui descend complètement, on ne se sent pas très à l'aise pour terminer l'enquête. C'est pas très facile. Bon, on préfère quelqu'un qui vous dit, bah écoutez, moi c'est là. Alors, de manière, donc on voit que les femmes et les hommes, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas tellement d'effets de genre. Quand vous voyez la répartition des dessins, c'est toujours intéressant de voir qu'on n'a pas tellement d'effets de femmes et hommes. En France, le dessin le plus courant, donc en Tunisie, le dessin le plus courant, c'est le dessin les hauts et les bas. Et en France, c'était le dessin 3, des marches, mais qui montent. Après, quand on modélise la propension de savoir qu'est-ce qui fait que ça favorise, on se rendait compte que les jeunes avaient plus une tendance parfois à exprimer un dessin qui descendait, et on se demandait si c'était au fait aussi de la situation, du chômage, etc., qui pouvait expliquer cette inquiétude par rapport aux plus jeunes. Et la dernière chose, si j'ai encore 5 minutes, oui, c'est l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans cette enquête? Finalement, on a essayé de faire une typologie, donc c'est la conclusion de l'ouvrage, on a essayé de dresser une typologie, de dire une classification de la population
en prenant tout un ensemble de variables. Donc on a pris des variables sociodémographiques, le sexe, la classe d'âge, le niveau d'études, la situation matrimoniale, le fait d'être actif au chômage, la région de résidence, le fait d'avoir toujours vécu en milieu urbain, rural ou en milieu rural et urbain, le fait d'avoir un projet de mobilité ou non, oui à l'étranger, oui en Tunisie ou pas du tout, le fait d'avoir déjà vécu à l'étranger, d'avoir reçu une éducation religieuse ou non durant son enfance. Donc on a pris tout un ensemble de variables. Donc l'appartenance religieuse, le fait de se sentir juste, pas de pratique régulière, pas une pratique occasionnelle, mais j'ai un sentiment d'appartenance, donc je ne sais plus comment elle était formulée exactement. Par rapport à la religion, diriez-vous que vous avez une pratique régulière, une pratique occasionnelle, pas de pratique mais un sentiment d'appartenance. Et la dernière modalité, c'était ni pratique ni sentiment d'appartenance. Even révolution, c'est le fait d'avoir cité la révolution comme événement marquant, oui ou non. Donc on a pris tout cet ensemble de variables pour essayer de dresser une classification de la société tunisienne et essayer de dire quelque chose de plus général. Et après on a pris des questions d'opinion. Le travail, le partage du travail à la maison. Alors là je laisserai collègue le dire aussi, mais dans le travail à la maison, tu l'as peut-être pas signalé tout à l'heure, on se rend compte que les hommes sont assez enclins à dire qu'ils veulent partager le travail à la maison. Mais quand on a posé les questions, qui fait quoi à la maison, qui discute avec les enfants, comment est-ce que ça se répartit, on se rend compte que c'est beaucoup plus de la représentation, ou peut-être de la bonne volonté, ou on peut imaginer, que dans les faits, une mise en œuvre pratique de la répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Voilà, donc on a mis les mariages arrangés, la question sur la virginité, la liberté de parole depuis 2011, l'insécurité, l'inquiétude par rapport à la situation politique, le pouvoir d'achat, le sentiment de libre arbitre que je viens de vous montrer, et le dessin de vie. Alors, on obtient 5 classes. Donc la première classe, c'est la plus nombreuse, c'est près de la moitié des personnes. Et en fait, ce que vous voyez en rouge, donc je vous les commande très rapidement, ce que vous voyez en rouge, c'est la proportion dans l'ensemble de la population. Et ce que vous voyez en bleu, c'est ce qui fait la spécificité de cette classe. Donc si je prends cette classe pour l'interpréter, je vais regarder tous les bâtons bleus qui dépassent. Et donc je vais dire que cette classe, elle leur surreprésente un petit peu plus les 36-45 ans et les 46-55 ans, donc il y a moins de jeunes, plus de personnes mariées, plus de personnes actives, des personnes qui sont dans l'ensemble un peu moins diplômées, parce que vous voyez que le niveau primaire, il y a un grand décalage. Donc ici, dans cette classe, il y a 50% de personnes de niveau d'éducation primaire, ce qui est beaucoup par rapport à 28% dans l'ensemble de la population. Et donc là, en fait, ce qu'on peut dire de cette classe, je vais reprendre un peu les quelques lignes qui sont mises dans le livre, plutôt que de réinventer. Donc dans cette classe, c'est aussi une inquiétude généralisée sur l'avenir de la Tunisie, parce qu'on voit que déjà les proportions sont très élevées, mais que là, elles sont encore un petit peu plus hautes. Donc c'est aussi la question sur le sentiment de libre arbitre, qui est un petit peu plus surreprésentée avec l'idée un peu de subir. Donc en fait, dans cette classe, c'est des personnes donc, plus en milieu rural, peu éduquées, et qui sont inquiètes pour l'avenir. La deuxième classe, c'est une population plus féminine. Donc on voit que les femmes représentent dans cette classe plus de 80% au lieu de 50% dans l'ensemble de la population enquêtée. Et ce que vous voyez juste à côté, études néant, c'est des femmes qui ont été peu ou pas scolarisées. Donc qui vivent en milieu rural et qui sont plus surreprésentées de plus de 45 ans. Donc là vous voyez qu'il y a une surreprésentation. La pratique régulière de la population, dans cette classe-là d'individus, elle est de près de 80%, donc une surreprésentation de personnes qui ont une pratique régulière, qui sont plus en faveur des mariages arrangés, qui sont plus en faveur encore plus, donc 94% pour la virginité avant le mariage, qui n'ont pas de projet à l'étranger, qui n'ont pas de projet de mobilité. Et le sentiment de pas libre, là, qui est mis en majuscule, 30%, plus d'un tiers, se déclarent ne pas s'être sentis libres de choisir le cours de leur vie, ce qui fait quand même donc, ce qu'on a mis au parcours de vie contraint, pour pas dire autrement. Et puis, finalement, n'ont pas cité la Révolution comme événement marquant. Il y en a encore plus qui n'ont pas cité la Révolution. Maintenant, on arrive à un deuxième type de classe. Donc, des jeunes hommes et femmes. Donc, cette fois-ci, c'est les plus jeunes. Vous voyez qu'au départ, 26-35 ans, 18-25 ans, si vous voyez, les premiers sont surreprésentés. Près de 80% sont célibataires. Une forte proportion, presque le double de chômage. Dans cette classe-là, il y en a 24% qui sont au chômage, contre 12% dans l'ensemble de la population. En formation, études supérieures, de niveau d'études supérieures, une surreprésentation de personnes qui vivent dans la région du Grand Tunis, qui déclarent ne pas avoir reçu d'éducation religieuse. Quand je dis qu'ils déclarent n'avoir pas reçu d'éducation religieuse, c'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation
mais quand même 40%, 60% d'entre eux déclarent avoir été éduqués dans une famille où la religion avait de l'importance. Donc c'est l'idée, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette classe? C'est une surreprésentation de plus jeunes, de plus diplômés, avec une pratique un petit peu moins importante de la religion, et qui sont très inquiets pour l'avenir, puisque plus que par rapport à... qui déclarent l'insécurité, que la situation est inquiétante, que le pouvoir. Donc en fait, ce qu'on a appelé en attente d'une transformation d'un pays, et qui disent que la liberté de parole, non, finalement, elle ne s'est pas plus par rapport, enfin, ils restent en majorité complètement d'accord avec ça, mais il y en a plus qui disent non quand même, qui sont contre les mariages arrangés. Vous voyez qu'au lieu de 50%, là ici c'est près de 70%. Pareil pour la virginité, ceux qui disent être contre la virginité, il y en a 10%, et là ils sont plutôt 15%. Un peu plus qui ont un projet de mobilité à l'étranger. Donc on les sent avec une attente, qui déclare, et la bonne nouvelle, enfin ce qu'on s'était dit, c'est qu'ils déclarent un parcours ascendant, avec un sentiment de libre arbitre positif. C'est-à-dire que ce n'est pas des jeunes désespérés. On pourrait dire que ce ne sont pas des jeunes désespérés, c'est des jeunes qu'on a appelés en attente de transformation du pays, et c'est ce qu'on a essayé de faire, donc un peu pour conclure. Donc il reste deux classes, qui après sont moins nombreuses en termes d'effectifs, mais elles peuvent être très révélatrices de ce qui pourrait se passer et de ce qui peut se dessiner au sein de la société tunisienne. Dans cette classe-là, donc, vous avez des actifs éduqués et conservateurs confiants dans l'avenir. Donc vous voyez ici, ce qui se dessine, c'est qu'un peu plus d'hommes, un peu plus d'actifs, de niveau supérieur. Là, pour une fois, dans les autres classes, je ne l'ai pas mentionné parce qu'il n'y avait pas de surreprésentation de localisation géographique. Mais ici, il y a un peu plus de personnes qui résident dans le sud-est, dans la région sud-est de la Tunisie, qui sont, alors de manière étonnante, qui sont moins en faveur du partage des tâches entre hommes et femmes, qui, donc là, déclarent de manière très affirmée que le pouvoir d'achat ne s'est pas dégradé depuis la Révolution. Donc là, c'est vraiment une surreprésentation très étonnante dans cette classe. Qu'il n'y a pas d'insécurité ou qu'il y a moins d'insécurité. Dans l'ensemble de la population, c'est 12% qui dit que l'insécurité ne s'est pas accrue depuis la Révolution. Dans cette classe, c'est plus de la moitié, c'est 60% qui dit et que la situation n'est pas inquiétante. Alors, ce qu'on a proposé comme interprétation, et je vous le dis dès qu'on l'a écrit dans l'ouvrage en conclusion, c'était peut-être que c'était des personnes qui étaient d'une population favorisée, peut-être de dirigeants d'une élite, qui sont peu touchés par les difficultés économiques rencontrées par le pays depuis 2011, et du coup qui ont cette vision un petit peu, je dirais, ou non réaliste des problèmes rencontrés. Et donc le dessin de vie ascendant, donc là, des personnes aussi qui pensent que... Voilà. La dernière classe, donc, qui est très peu nombreuse, puisqu'elle ne rassemble que 2% de la population, mais qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui expriment un projet à l'étranger. Donc cette dernière classe, elle est composée en grande majorité de jeunes hommes, il y en a 78 au lieu de 42% de moins de 25 ans, des célibataires pour 67% d'entre eux. La région qui est surreprésentée ici, c'est celle du centre-est, et 4 sur 5 des jeunes qui sont dans cette classe ont toujours vécu en milieu urbain. Donc s'ils sont en majorité contre le mariage, donc vous voyez qu'ils sont en majorité contre les mariages arrangés à 70% entre eux, ce sont aussi les plus en désaccord avec la virginité des femmes, pour la virginité des femmes au mariage, 41%, même si ce n'est pas de manière majoritaire, et c'est important de le dire. Pour autant, le partage des femmes, des tâches, donc de manière assez paradoxale, ce qu'on a aussi voulu montrer, c'est que le partage des tâches entre hommes et femmes, ils ne sont pas tellement pour. Voilà, je ne sais pas comment l'interpréter. Mais 40% d'entre eux, donc il y a une surreprésentation. On veut bien, voilà, mais partage des tâches en femmes, ça c'est une autre affaire. Donc, c'est dans cette classe que l'on trouve la majorité de personnes qui déclarent un projet de mobilité à l'étranger, donc 13% dans cette classe, plus d'1 sur 10 dans cette classe, donc soit 5 fois plus que la population dans son ensemble. Et c'est aussi la classe où on relève le plus de personnes qui déclarent la Révolution comme un événement marquant, donc 25% contre 14% pour l'ensemble de la population, comme Hassan l'a mentionné tout à l'heure. Donc on s'est demandé si cette population de jeunes, certes qui est peu nombreuse en termes d'effectifs, si elle n'avait pas espéré de la Révolution un avenir meilleur, et qu'aujourd'hui elle se trouve confrontée à une incertitude qui paraît difficile et qui envisage peut-être une migration, qui les permet, enfin qui les pousse peut-être à envisager une migration à l'international. Bon, alors je sais, on a été rapide, ça a été, mais voilà. Donc, en conclusion,
Et ben, ce qu'on se dit, ce qu'on peut discuter ensemble, c'est que plus de 10 années après la Révolution, la population tunisienne est confrontée je te laisse peut-être conclure, à des difficultés économiques et sociales, et qu'en effet les inégalités régionales elles ne sont pas résorbées, et que ça reste quand même un des problèmes extrêmement prégnants de la société tunisienne, c'est aussi cette inégalité territoriale, ces inégalités territoriales. De manière unanime, on voit que la liberté de parole s'est considérée comme un acquis indéniable de janvier 2011, et qu'on se rend compte que malgré tout, la société tunisienne, elle est en mutation, elle nous apparaît, les résultats nous montrent toujours quelque chose qui va d'un côté, mais en même temps quelque chose qui va de l'autre côté, donc, comme si elle était tiraillée entre conservatisme et modernité. On avance, on recule, on recule ou on reste ancré dans la tradition. Et les résultats, quelles que soient les thématiques, on avait vu à chaque fois ce qu'on peut appeler des paradoxes, qu'on peut, si elle me le dira mieux, sûrement avec son regard de sociologue, mais est-ce que c'est des paradoxes, des tiraillements, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, que ce soit des relations entre générations, relations de couple, mais aussi dans le rapport à l'emploi, dans la perception de la situation politique, l'absence, donc là, je pourrais laisser parler sur l'abstention qui est extrêmement importante au sein de cette population qui se déclare insatisfaite par rapport à une offre politique, l'absence de participation à la vie politique et associative, on n'en a pas parlé là, mais vous pourrez le voir dans l'ouvrage, la participation aux associations extrêmement faible, et une forme de décalage entre les pratiques religieuses telles qu'elles sont déclarées, parce que vous avez toute une partie sur les pratiques religieuses, sur le port du voile, sur le respect des interdits en lien avec la religion, et les représentations, ou encore dans le désir de migrer que l'on observe pour les plus jeunes. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci pour cette présentation très très dense et riche, et en même temps on sent bien que vous ne nous avez pas tout dit. On va se précipiter sur le livre, mais puisqu'il nous reste une vingtaine de minutes, je vous propose de prendre quelques